à présent à ce qui reste quand même la matière première des marchés des investisseurs, les entreprises et les résultats d'entreprise. C'est Arnaud Morel qui est à mes côtés en plateau pour en discuter, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, parce que cette semaine marque également le coup d'envoi symbolique des publications. Quelques grands noms vont quand même publier, à commencer par LVMH ce soir pour les entreprises européennes. Et puis on aura une montée en puissance au cours des prochaines semaines. De manière assez globale, si on prend le marché européen comme périmètre, qu'est-ce que le marché attend des publications du premier trimestre attendues ces prochains jours? Alors pour commencer déjà, oui, nous entrons dans la période des publications des résultats des entreprises pour le premier trimestre. On va y être très attentif, tant pas sur la qualité des résultats du premier trimestre, puisque ça va être un peu faussé, même s'ils seront de qualité. Pourquoi ? Parce que le conflit russo-ukrainien ne sera pas totalement intégré ou aux 2/3, 3/4 intégré. Ce qu'on va regarder, ça va être vraiment les perspectives, et écouter surtout attentivement les perspectives des managers pour la fin d'année. Pourquoi ? Parce que si dans leur discours on a une tonalité un peu trop négative, on va voir que le marché va réajuster et va reprendre une prime de risque, réajuster sa prime de risque, et ça c'est important, et notamment la communauté des analystes va revoir leur révision de BPA qui semble peut-être aujourd'hui en retard, en tout cas au moment où on parle sur cette thématique-là. Bon. Je défends toujours le travail des analystes, effectivement, toujours en retard, toujours à contre-temps. Mais bon, c'est un métier, il y a le métier d'investisseur, de gérant, et il y a le métier d'analyste qui est toujours utile. Vous dites là, effectivement, pour les analystes, le travail d'ajustement en amont de cette saison de publication est un peu compliqué peut-être ? Exactement. Aujourd'hui, on pense qu'ils sont un peu en retard. Oui. Pourquoi ? On regarde, soit le marché a raison sur certains secteurs, soit les analystes ont raison, et donc le marché peut rattraper sur certains secteurs. Aujourd'hui, les attentes en croissance de BPA sur l'Eurostoxx 50, donc l'indice européen large, on est à 12% de croissance de BPA. Et quand on regarde la tendance sur les 3 derniers mois, on est sur une tendance haussière de révision de BPA. Ça peut poser des questions. Après, quand on regarde à l'intérieur, bien sûr, il y a des mouvements intrasectoriels importants. On voit des secteurs qui ont été révisés à la hausse. Bien sûr, le secteur qui sont exposés à l'énergie, à l'eau, à gaz, un rebond de 50%. Nous, on pense que ce rebond de croissance des BPA n'est pas encore totalement intégré, puisqu'on regarde un petit peu les effets de base. Les attentes sont quand même légères. On était en croissance négative quand même quasi sur les 10 dernières années, de manière générale. Ils ont révisé également à la hausse sur la partie industrielle, notamment sur la partie défense, ce qui semble aussi logique. Jusque-là, on suit et on adhère. Et on a des révisions sur toute la partie secteur assurance et distribution alimentaire. Assurance, on le comprend aussi, ce qui a été dit précédemment. La remontée des taux réels est quand même un facteur évident et d'interprétation positive pour ce secteur des assurances. De l'autre côté, le retail et l'alimentaire aussi nous semble très intéressant. Pourquoi ? Parce que dans une perspective de monde inflationniste, il faut être présent sur ce secteur-là. A contrario, les révisions vraiment évidentes que j'arrive à référencer, c'est sur les services IT. Donc là, révision de plus de 30% sur l'année 2022. OK, et on le voit, ça a été fait sur le marché. Ensuite, on a la révision sur l'autre partie des banques à hauteur de 7%. On le comprend aussi avec une croissance qui sera moins importante qu'était attendue. Et après, on a sur le secteur automobile, moins 15%. Bien sûr, le marché a acté cela. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu dans d'autres secteurs ? On pense, et on a ce soir la période de la publication d'LVMH, le secteur aujourd'hui du luxe est révisé 15% à la hausse. L'an dernier, ils reviennent d'une perspective de croissance bénéficiaire 120%. Je ne vous refais pas l'historique entre 2015 et 2021, mais c'est quand même très important. Donc le quid et tout l'intérêt que nous allons avoir sur la suite de la publication de ce soir. Ouais. LVMH, effectivement, alors emblématique à plusieurs niveaux. C'est le leader mondial du luxe, c'est la plus grosse capitalisation boursière européenne. C'est intéressant. Je note en tout cas sur le plan de la dynamique boursière que le secteur du luxe est beaucoup moins porteur depuis quelques mois maintenant. Quand bien même, j'ai en tête encore les résultats d'LVMH, alors sur l'année 2021, qui reste une croissance à 2 chiffres, parfaitement dans les rails de ce qu'on connaît du leader mondial du luxe depuis des années maintenant. Et c'est sans doute encore ce qu'on aura ce soir. On attend peut-être 15% de croissance organique encore pour le chiffre d'affaires de LVMH. 17%. 17% Le consensus est à 17%. Ce qu'on va regarder, c'est la partie mode et maroquinerie. On attend 23%. C'est, on va dire, la croissance moyenne sur les 5 dernières années du mode et maroquinerie.
ça représente 50% de LVMH. Ok, ils ont réussi à augmenter aujourd'hui les hausses de prix en fin d'année. Ils ont augmenté leurs points de vente. On a une croissance aussi des volumes, donc ça devrait être porteur. Par contre, s'ils se loupent et ils sont en dessous, on va dire, des 21%, 20%, là, la sentence et les révisions sur le secteur pourraient être négatives. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas ce que le consensus achète. LVMH, c'est moins 14, c'est la dernière ligne du secteur du luxe. Elle a une performance positive sur un an et une valorisation qui s'est quand même contractée au cours des derniers mois. Oui, mais vous dites finalement, ça reste un dossier LVMH qui est, peut-être pas pricé autant pour la perfection qu'il n'a pu être, mais qui reste quand même pricé pour quelque chose de substantiel. Exactement. Où l'erreur ou le petit décalage serait sanctionné. Exactement. Aujourd'hui, on se paye à 38 fois en termes de PE. Au plus haut, on était à 46 fois. Les mouvements sur les taux, aujourd'hui, on fait le travail aujourd'hui sur le secteur du luxe. Comme je vous l'ai dit, LVMH moins 14. Mais la moindre erreur sur la croissance organique, la top line, le chiffre d'affaires, sera actée par le marché. Et en dessous de 20%, et comme vous l'avez souligné, croissance à 2 chiffres, c'est le rythme moyen, ce sera une sentence pour les marchés. C'est pas aujourd'hui ce qui est acté au niveau du consensus. Mais nous, voilà, c'est pas un secteur sur lequel nous sommes présents, surpondérés depuis quelques mois, notamment depuis le mois d'août 2021, où on a allégé nos positions. Bien sûr, on y est présent, on ne peut pas être présent dans le luxe, c'est tellement important dans les indices, mais c'est quelque chose que nous ne surpondérons plus aujourd'hui au vu du risque. Qu'est-ce qui a remplacé la surpondération du luxe dans les portefeuilles, Arnaud? Comment vous êtes positionné là, dans l'environnement et la complexité de l'environnement actuel pour le compte de clients privés là? Le travail qu'on avait fait, c'était de revenir déjà sur la financière. Au moment de l'avènement, on va dire, du vaccin. Des valorisations qui étaient quand même un plébiscite, un retour de dividendes à la fin de l'année. Donc on avait acté une surpondération financière et à travers les banques dans les portefeuilles. Ce qu'on a allégé au cours des derniers mois. Sur le rebond aussi important du CAC et des indices, on a allégé notre secteur bancaire, on nous sous-pondéré banque. On reste surpondéré sur les assurances. Pour les raisons que je vous ai dites, c'est un secteur qui est recherché, malgré la remontée des taux nominaux aujourd'hui, qui va avoir un impact, c'est sûr, mais dans le futur, la remontée des taux réels sera quelque chose d'important. En plus, c'est moins exposé à la cyclicité économique. Donc aujourd'hui, on le voit, le marché aussi a un lac différentiel de performance entre les deux. Oui, parce que le secteur banque, on a vu que le déclenchement, pour les banques européennes, en tout cas, le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a bientôt 2 mois, a été un point de rupture, je ne sais pas, en tout cas a marqué un sacré coup d'arrêt pour le secteur bancaire. SocGen étant peut-être la plus exposée, a vu son cours de bourse divisé par 2 quasiment depuis ce moment-là. Exactement. Et on le voit dans le rebond, en termes de relatif, quand on regarde relatif par l'indice Eurostoxx 50, on voit que ça ne surperforme pas d'autres secteurs qui rebondissent beaucoup plus aisément, comme l'énergie aussi qui continue à rebondir, les utilities qui ont fait un rebond intéressant, la santé qui a un plus haut historique, qui était quand même un secteur qui a dérété pendant 15 ans. Il y a de la visibilité, il y a de la rentabilité, de la croissance, et en plus c'est autofinancé. Donc c'est quand même un secteur qui est intéressant. Donc la pharma fait partie de notre secteur, de notre surpondération. On la joue sur 2 acteurs aujourd'hui en Europe, AstraZeneca pour les perspectives de croissance, clairement, et on joue sur Sanofi avec une décote jamais observée et toujours un dividende sur un secteur quand même qui est très intéressant. Effectivement, le secteur de la santé, on y reviendra ce soir avec un analyse du secteur de la santé. Place aux analystes également dans Smart Bourse, mais effectivement c'est frappant et je crois que c'est d'ailleurs le secteur healthcare est au plus haut historique en Europe et aux États-Unis, ce qui montre bien aussi la recherche de refuge d'une certaine manière de la part des investisseurs. Dans les secteurs industriels, vous avez évoqué le secteur de la défense, évidemment, alors qui devient incontournable comme jamais, et pourtant c'est plus d'une dizaine d'années que je suis les marchés et je sais que beaucoup de gérants aimaient plutôt ces valeurs de défense, mais on communiquait assez peu dessus. Maintenant, ça devient des positions avec lesquelles on est beaucoup plus à l'aise, y compris quand il faut l'afficher face aux clients d'une certaine manière, Arnaud. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Je confirme, mais de toute façon, au vu de la performance des Thales, en général, c'est la valeur de fonds de portefeuille, donc ça représente 2,5 dans le portefeuille. L'effet marché fait que ça arrive dans le top 5 du portefeuille aujourd'hui. Donc, intrinsèquement, on l'affiche donc avec beaucoup plus de facilité, et surtout le potentiel. On a un PE qui est toujours en dessous de 10, on a un dividende. Aujourd'hui, on voit les plans d'annonce sur les budgets de défense qui sont quand même importants. On le voit, le chancelier Scholz qui dit 3% de mon PIB, aujourd'hui ce sera dédié à la défense. Donc ça, c'est avec Thales. Après, on a un autre acteur qu'on aime beaucoup, italien, donc qui est Leonardo, beaucoup plus exposé aujourd'hui sur la partie défense. Ça représente 75% du chiffre d'affaires, notamment avec l'Eurofighter, le produit star
par l'avion de chasse Typhoon, qui est un concurrent justement du Rafale, mais on va dire qu'il y a des délais de livraison moins importants. Donc pareil, on est positionné sur ces deux valeurs-là, qui sont sur des business assez différents, mais aujourd'hui, clairement, il faut en avoir dans les portefeuilles. Et puis alors, en lien avec la guerre en Ukraine, il y a également, je reprends l'exemple de Société Générale, mais parce que c'était l'exemple d'hier, ce risque politique ou ce risque de réputation, alors qui a toujours existé pour les investisseurs, mais qui prend une dimension nouvelle, on peut le dire comme ça. Je rappelle l'histoire de Société Générale, c'est quand même 15 ans d'investissement en Russie à travers Rosbank, qui sont stoppés du jour au lendemain, enfin en quelques jours en tout cas, en limitant les dégâts, c'est ce que le marché a salué d'ailleurs hier. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a 15 ans d'investissement qui sont revenus à néant aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous, pareil, on fait le même travail. Donc Société Générale, on le voit, c'est salué, ça fait +8. Après, c'est la news qui est annoncée. Comme vous l'avez dit, c'est le risque réputationnel. Et c'est exactement le travail qu'on fait parce que c'est une approche ESG. On le fait au sein de nos portefeuilles. On a fait aussi un arbitrage quand même qui est important et pas neutre. On a sorti Total Energy de nos gestions, en tout cas dans la grande majorité de nos gestions qui est sur la zone économique européenne. Sur cette idée d'un risque réputationnel, à jouer sur une autre partie, on regardait aussi une diversification du risque géopolitique, clairement. Aujourd'hui, on le déplace. Donc là, on va sur un acteur, Repsol, qui est positionné sur l'Amérique latine, donc qui a été aussi décrié pendant des années. Donc on diversifie, donc on joue toujours sur la partie, on a voulu remonter aussi notre exposition au gaz. On est déjà détenteur de Shell, on fait le binôme avec une société comme Repsol et on sort Total aujourd'hui. Et on le voit, le marché, c'est ce qui est aussi, il achète au même titre que ce qu'il a fait sur les banques, comme Société Générale qui a dévissé par deux. Merci beaucoup Arnaud, merci d'être venu évoquer donc, les fondamentaux des entreprises au démarrage de cette saison de publication. Je vous rappelle que ce soir nous aurons la publication de l'activité trimestrielle de LVMH pour ce début d'année 2022. Arnaud Morel qui était avec nous, invité de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Nous nous retrouvons ce soir évidemment en direct à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.